pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 19. After Eight, c'est le talk show culturel qui déconstruit la pop culture. On y parle ciné, comics, jeux vidéo, séries, politique. Mais ce coup-ci, on va rester dans ce qui nous passionne, c'est-à-dire la BD, les comics. On vous a concocté une sélection pour la rentrée ou pour les vacances, si vous êtes du genre à partir fin août, début septembre. Ce qui est le cas de mon compère Quix, Benjamin François, live depuis son Quix Manoir de Los Angeles. Hello Benji. Salut Daniel, salut les auditeurs. Oui, depuis mon Quix Manoir que je vais quitter provisoirement dans la semaine prochaine pour revenir en France pour les vacances. Voilà, parce que effectivement, je pars fin août, ça coûte moins cher. Ah bah, Toi Daniel, tu as eu des vacances, je crois, dernièrement. Ah bah ouais, moi écoute, puisqu'on passe tout de suite à nos actus, on plonge. Moi je reviens de la montagne où j'étais avec mon camarade papa Stéphane Boulet, avec qui je fais Super Ciné Battle. En fait, t'as pris un forfait chez lui, non? Parce que tu vas régulièrement chez lui maintenant. J'y vais régulièrement et tout le monde pense que j'enregistre plein de trucs, mais en fait pas du tout. Quand je suis avec lui, on crapahute en montagne. Et là, on a fait un sommet qui se trouvait à 3400 mètres. On devait aller encore plus haut, mais la météo l'a pas permis. Et on est allé au fameux refuge de l'Aigle. Et il faut dire, en plus, c'est une invitation qui est non pas faite par le dit papa, mais par le papa du dit papa. Donc, avec qui je m'entends bien, on a une espèce de bromance. C'est un mec adorable. Et il m'a invité à passer quelques jours avec la famille. Et du coup, on est à monter. On a sans doute fait une des randos c'est plus une rando. Il y avait de l'escalade. Il y avait il fallait mettre des crampons. Il fallait marcher avec des piolets, avec un casque, on était encordés. Enfin, c'était de la vraie montagne. La vraie montagne. C'était pas pour les petits joueurs. C'était vraiment. C'était de la vraie montagne. C'était pas de la route. Et je peux te dire que en plus, je suis pas un grand expert du matos montagnard. Et les derniers mètres, là, quand il a fallu atteindre le refuge planté sur la montagne, et quand je dis planté sur la montagne, c'est vraiment ça. Hein. Je sais pas si t'as vu les photos de... J'ai vu une photo, oui, c'est super impressionnant. Et ben, ouais, c'est vraiment un château. T'as l'impression que c'est un château dans les mètres de l'univers, quoi. Ouais, c'est ça, il est planté au sommet d'un rocher, le refuge. Ouais, le refuge, et ça fait un peu peur, hein, je t'avoue, quand t'es dedans. Et les derniers mètres, c'était un zombie walk. Je ne regardais plus, je regardais mes pompes. Et je pensais plus à rien. Et en fait, physiquement, c'est non seulement très dur, mais en plus, il m'a fallu plusieurs jours pour m'en remettre. Là, je viens juste de reprendre le sport. Et j'ai bien senti que c'était vraiment genre le truc vraiment, vraiment difficile. Mais par contre, la balade et tout ça, c'était inoubliable. Franchement, quand tu traverses, t'as les pieds dans le vide et t'es agrippé par les mains et il faut grimper, il faut pas avoir le vertige. Ouais, donc c'est une balade interdite pour les mecs qui ont le vertige. Ouais. C'était à la fois grisant, flippant, c'était inoubliable. Et mon autre actu du jour, écoute, je t'en avais parlé hors antenne. Ouais. Je reviens juste à l'heure où nous enregistrons, je suis rentré il y a 1 heure, du spectacle de Louis C.K. à Paris. Et je sens qu'à rien qu'à cette évocation, j'étais un petit peu jaloux. Un petit peu après, j'avoue, le spectacle en question, je l'ai regardé sur Netflix hier pour être moins jaloux. Alors, c'est le dernier qui est sur Netflix ou pas? C'est le tout dernier, ouais, le Live at the Comedy Store, et a priori c'est le même que celui qu'il a joué à Paris, même s'il fait sûrement des petits ajustements. Il fait des ajustements, et puis surtout on m'a dit que c'était... Alors, il est vraiment noir comme spectacle, hein. Et franchement, on a passé un super bon moment. Vraiment, il y a un truc très satisfaisant de voir Louis C.K. à Paris, tu vois, genre, et là, ce qui est marrant, c'est que tu ne verras jamais qui était assis à côté de moi dans la salle. Bah écoute, Henri Michel a un peu lâché le morceau en disant qu'il y avait la plupart des comiques français qui étaient présents dans la salle. Donc, alors t'avais qui? T'avais Kev Adams à côté de toi? Eh non, c'est pas loin. T'as failli le dire. Si j'avais Henri Michel. C'était pas loin de Kev Adams. On s'est vu dans la file d'attente. On s'est littéralement pris dans les bras. J'étais trop content d'Henri Michel. Parce qu'Henri Michel, non seulement a une voix rigolote, mais en plus, il a un truc jovial en lui qui, t'as envie de rigoler quand t'es avec lui. C'est un mec, il respire la joie de vivre, quoi. Ce mec, même avec son espèce d'humour en second degré. Putain, j'adore ce mec. Et donc, il était assis dans la salle à côté de moi. Et nous, on était dans la corbeille, tu vois. On
on n'était pas en bas. Et nous, on était un peu en train de cracher sur les mecs qui étaient en bas parce qu'ils ont payé vachement cher. Et tu vois, nous, on est des vrais puristes. On va dans la corbeille. C'est comme les fans d'opéra, tu vois. Les fans d'opéra, ils sont au 3e étage, au 4e étage. Ils s'en foutent. Ils sont là, ils sont dans le moment présent. Et voilà, on n'est pas avec les bourges, tu vois. Ils s'en foutent d'être devant l'orchestre. Et du coup, ouais, non, c'était, et on a, ouais, on a passé un vrai bon moment et c'était vraiment un show à la Quinry, tout ce que tu peux t'imaginer de réjouissant, et ça fait du bien de commencer une semaine avec Louis C.K. qui te parle littéralement pendant une demi-heure de suicide. Et c'est un des spectacles les plus noirs que j'ai jamais vu, hein. C'est waouh, c'est d'une noirceur, tu peux même pas t'imaginer, quoi. Et quel est ton actu à toi, puisque là je t'ai parlé refuge en très haute montagne, je t'ai parlé Louis C.K. Vas-y, parle-moi. Moi justement, j'ai pensé au suicide hier puisque je suis allé voir Sausage Party au cinéma. Ah, alors, produit par Seth Rogen. C'est produit, écrit et joué, interprété par Seth Rogen et toute sa bande de potes. Donc il y a tous les complices, les coupables habituels. Il y a Michael Cera, il y a Jonah Hill, il y a James Franco, il y a même Edward Norton qui a un rôle là. Il y a Kristen Wiig chez les femmes, Salma Hayek. Et donc Sausage Party. Alors a priori ça va être un direct ou VOD en France. Du coup, je sais pas si la bande-annonce a beaucoup tourné en France, mais moi j'avais vu la bande-annonce au ciné Je l'avais foutu sur Twitter, mais honnêtement, ce genre de comédie maintenant c'est fini, ça sort plus. Ouais, je pense que ça sort plus en France. Yeah. Bah pour le coup, j'ai trouvé ça nul à chier. Donc moi, je trouve pas ça scandaleux que ça sorte en direct ou VOD. Et si tu veux, le principal problème qu'a Sausage Party, c'est que c'est une comédie d'animation américaine qui essaye de se la jouer un peu transgressive parce qu'elle dit fuck. Et le truc, c'est que en France, dire des gros mots, ça fait 45 ans que ça fait plus rire personne. Nous, c'est bon, il n'y a pas de bip à la télévision quand quelqu'un dit un gros mot. Il n'y a pas de version censurée des disques family friendly et les versions adultes. Et aux États-Unis, ça marche encore. Alors moi, ça m'a un peu consterné. Tu sens qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour mettre des fuck à une ligne sur deux. Et sinon, il y a des espèces d'allusions sexuelles parce qu'évidemment, Sausage Party, le titre annonce la couleur. Moi, je pensais que c'était un South Park c'était un South Park avec des saucisses. Alors, le problème, c'est que ça n'a jamais l'intelligence de South Park. South Park, depuis les premières saisons, a quand même vachement évolué. C'était débile en saison 1 et maintenant t'as toujours un sous-texte et un discours très libertarien parce que Parker et Stone sont très libertariens, mais t'as toujours un discours derrière. Là, il y a une espèce d'humour qui parle du conflit israélo-palestinien entre un bagel et alors c'est un pain qui doit être un pain d'origine extrême orientale, mais dont j'ai oublié le nom. Enfin bref. Et les mecs, finalement, ils deviennent copains parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont tous les deux copains avec le houmous. Parce que oui, il faut que j'explique Sausage Party. Donc le principe, c'est... Mais attends, c'est une blague qui est popée sur... Bruno de Sacha Baron Cohen, alors. Écoute, c'est possible. Je me rappelle plus de cette blague dans Bruno, mais j'ai vu Bruno qu'une seule fois, donc je m'en souviens pas. Donc Sausage Party, pour les gens qui n'ont pas vu le trailer, qui se demandent un peu de quoi on parle, c'est donc un film d'animation dans lequel tu vois de la bouffe qui parle, de la bouffe qui est anthropomorphisée. Donc c'est un évident héritage de Toy Story, sauf que là c'est pas des jouets, c'est de la bouffe. Et cette bouffe donc est au supermarché et ils sont tous impatients d'être choisis par les dieux, qui sont donc les consommateurs, les clients, et que ces dieux les emmènent dans l'au-delà, à savoir de l'autre côté de la porte du supermarché, parce que pour eux ils s'imaginent que c'est un monde meilleur où ils seront heureux. Et ils sont loin de se douter qu'évidemment ils vont se faire découper en tranches, bouffer, bouillir et tout ce que tu veux. Donc partant de là, tu dis pourquoi pas. À la base, le trailer est même plutôt intriguant en se disant putain pourquoi pas un film d'animation orienté adulte. Bon ok, les blagues ça a l'air un peu lourdeau, mais pourquoi pas. Alors évidemment il y a plein de blagues de cul parce que Sausage Party oblige. Donc les héros c'est des saucisses. Les héroïnes, c'est des tranches de pain, donc des buns, et des buns en anglais, ça veut aussi dire pain, quoi, c'est des miches, quoi, si tu veux. Donc j'ai pas tellement besoin de traduire. Donc évidemment, c'est très grivois, ça vole vraiment pas haut, mais alors vraiment pas. Et il y a un moment où tu dis, bon bah, le problème c'est que la salle autour de moi, elle rigole uniquement parce qu'ils entendent fuck, parce qu'ils entendent une saucisse dire fuck, quoi. Et le problème c'est que bah, quand tu viens d'Europe, ça, quand t'as plus de 12 ans, ça te fait pas rigoler parce que c'est bon, quoi. Enfin, je veux dire, t'as passé l'âge. Donc c'était consternant du début à la fin, j'ai dû rire 2 fois,
c'est vraiment d'une nullité absolue. Et à aucun moment ça s'élève au-dessus du truc. Enfin, il y a peut-être 2 jeux de mots qui sont marrants, et il y en a un, il est intraduisible, c'est un jeu de mots sur Meatloaf, quoi. Donc déjà, Meatloaf, il est pas vraiment aussi connu en France qu'il l'est aux États-Unis, et puis même aux États-Unis, Meatloaf, un jeune va pas forcément piger la référence. Écoute, moi, je donnerais peut-être sa chance au produit. Je verrai. Écoute, je sais que parfois on a des mini désaccords sur des films. Surtout en matière de comédie. Et puis de toute façon, la comédie, c'est un genre où l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu rentres dans la salle joue énormément. Et je sais que voilà, il y a des comédies que moi j'aime que toi t'aimes pas et inversement, donc peut-être que tu accrocheras. Moi, j'ai pas du tout adhéré au truc et je me suis ennuyé à mourir. Et à un moment, avec ma copine, on s'est demandé si on allait pas se barrer au milieu pour aller dans une autre salle, quoi. Donc bon, vraiment. Moi, je t'aurais conseillé 21 Jump Street, c'est mieux. Voilà, moi je déteste 21 Jump Street. Donc alors que si moi, tu veux. J'adore 21 Jump Street. Enfin bref, voilà, Sausage Party, c'est donc une non-recommandation totale de ma part. De toute façon, a priori, ça ne sortira pas au ciné en France. Ce sera de la VOD only, mais bon, bah écoutez, vous pouvez y jeter un œil si vous voulez, mais... Tu m'as l'air triste, mais tu sais, moi j'ai vu d'autres... Moi j'ai vu C'est quoi cette famille, hein, comme comédie française. Parce que ça a repris, dès que je reviens là des montagnes, je reprends le rythme des comédies françaises. Et putain, c'est laborieux. Et ce qui est dur, c'est que les comédies françaises, il y en a toute l'année et t'as jamais un moment de répit. Toutes les semaines, il y en a une en général, sauf pendant l'été où bizarrement ils en font moins. Mais putain, celle-là, elle était dure. Putain, les enfants français, d'abord jouent moins bien que les enfants américains parce qu'ils ont une armée de petits gamins qui savent bien jouer. Et en plus, on leur fait jouer des bons mots d'adultes. Ah, c'est horrible. T'as envie de les noyer, les gamins. C'est terrifiant. Alors que c'est du niveau de génial. Mes parents divorcent, tu vois. Mais en fait, c'est un peu le problème que tu avais ramené avec Marseille, c'est que les gens qui écrivent ces dialogues n'ont aucune idée de comment parlent dans la réalité les personnages qui sont censés écrire. Bah ouais, on remarque les gamins, ça c'est dur d'écrire les enfants et l'année dernière, il y avait Le Nouveau qui était pas mal, qui était aussi une espèce de préquel aux beaux gosses, tu vois, et c'était vraiment bien écrit, tu vois. Les gamins, c'est très très dur à écrire. Et à chaque fois est-ce que tu as vu The Nice Guys? Oui, j'ai vu et beaucoup aimé The Nice Guys. Ça, c'est un gamin bien écrit au cinéma. La gamine, elle est géniale. Ça reste une gamine, mais en même temps, elle est maligne. Tu t'attaches à elle et tout. Ça, c'est un bon gamin de cinéma et c'est très compliqué, les gamins de cinéma, putain. Est-ce qu'on passerait pas à notre sujet du jour? Eh ben, allons-y. On est parti. Non, c'est de ce côté qu'il faut regarder. Oyez, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Casse-toi, sale gominé. C'est l'été, on a beaucoup lu et c'est un sujet qu'on nous demande régulièrement, c'est genre parler de BD. Et donc du coup, on a été très simple, on vous a fait une sélection de BD qu'on a adoré ou qu'on a relu ces derniers temps et faut dire moi j'en lis des tonnes, toi t'en lis énormément aussi et à chaque fois on se dit faudrait aller au-delà de notre petite select de fin d'épisode et revenir sur des trucs qu'on a vraiment adoré ces derniers temps. Et donc, Quix, je vais te laisser commencer avec un classique de la BD que tu as relu récemment. Voilà, parce qu'on va pas parler que de nouveautés, on va peut-être même parler plus de classiques. Et là, c'est un classique parce que c'est moins de 10 ans. Ah oui, c'est un classique parmi les classiques pour le coup. J'ai relu Why the Last Man, donc de Brian K. Vaughan, et dessiné par Pia Guerra. Et Why the Last Man, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Yorick, qui se retrouve être, avec son singe, le seul survivant d'un événement cataclysmique qui décime tous les mâles de toutes les espèces vivantes sur Terre. Donc, toutes les femmes humaines sont toujours là, toutes les femelles de toutes les espèces animales sont toujours là, mais les mâles ont tous disparu, sauf Yorick et son singe. Alors évidemment, s'ensuit une espèce d'aventure où, à partir du moment où le mot se propage qu'il reste un homme, il y a beaucoup de personnes essaient de lui mettre la main dessus, et des gens pas forcément bien attentionnés. Yorick, c'est pas n'importe qui, c'est le fils elle est sénatrice, je crois, américaine. Ouais, secrétaire d'État. Voilà, secrétaire d'État. Donc, il se retrouve flanqué d'une agent secrète qui va devoir le protéger, et puis ils essaient de comprendre qu'est-ce qui s'est passé.
Et lui, son objectif, c'est aussi de retrouver sa petite amie qui, au moment du cataclysme, était en Australie. Alors, il cherche à retrouver sa petite amie, et au fur et à mesure, sa mission va changer de nature, en fonction que Yorick va évoluer. Il va être confronté à toutes les survivantes, toutes celles qui sont survécues aux hommes, et elles ont toutes des attitudes différentes. Il y a celles qui sont nostalgiques des hommes, pour des raisons... parce qu'elles aimaient être entourées d'hommes. Mais il y a aussi les Amazones. Il y a les Amazones, voilà. Qui sont bien contentes que tous les hommes ils aient crevé, ces connards. Il y a toute forme de rencontre. Il va faire toute forme de rencontre, en fait, c'est ça, et c'est une espèce de road movie post-apocalyptique, puisque faut s'imaginer que il y avait tous les pilotes des avions qui tout d'un coup ils sont tous écrasés, puisqu'ils étaient tous pilotés par des hommes. Toutes les armées du monde se sont retrouvées avec 99% d'effectifs en moins. Et du coup, c'est pour ça que c'est très intéressant. C'est là que tu vois que les armées qui, les premières se sont ouvertes aux femmes, sont celles qui, du coup, sont les plus puissantes. C'est l'armée israélienne où toutes les femmes ont 2 ans de service. Exactement. Tu suis un bataillon de l'armée israélienne et tu te rends compte que, oui, ça a du bon finalement d'avoir des femmes dans l'armée. Et écoute, je te suis sur ta reco. Wave Last Man, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait lire assez souvent. Je le recommande très régulièrement comme vraiment de la bonne lecture. C'est un comic book parfait pour les gens qui sont blasés des comic books de super-héros, parce que ça n'a pas du tout les thématiques des comic books de super-héros. On retrouve un peu l'esprit Brian K. Vaughan, c'est-à-dire il y a quand même de la référence pop culturelle à peu près à tous les numéros. Oui, toujours. Genre, les gens sont très conscients du monde dans lequel ils vivent. Le mec va tout d'un coup se rendre compte qu'il dit putain mais merde, tous les Red Hot Chili Peppers ils sont morts, tout U2 est mort d'un coup, tous les Rolling Stones et tout ce qui restait des Beatles viennent de décéder. Enfin, tu vois, c'est quand même un truc écrit avec les goûts d'aujourd'hui et sans pour autant faire du name dropping, mais c'est quand même quelque chose de très présent dans la conscience pop culturelle d'aujourd'hui. Et c'est très bien dessiné aussi. J'aime beaucoup le trait de Piagara personnellement. Il y a quelques épisodes entre guillemets hors série qui sont dessinés par d'autres personnes, mais qui ont su s'adapter à son style et qui collent parfaitement du coup. Vraiment, c'est beau tout simplement. Et c'est une série terminée. Et alors il y a beaucoup aux États-Unis comme en France, j'imagine. Il y a beaucoup de gens qui sont pas complètement d'accord avec la fin et moi je suis pas du genre à foutre à la poubelle quelque chose simplement parce que le dernier chapitre ne me plaît pas. En l'occurrence, il me plaît énormément. Je trouve qu'il y a une vraie poésie jusqu'au bout, une vraie mélancolie auquel tu t'attends pas en lisant le premier épisode. Ouais, tout à fait. Et je trouve qu'il y a un vrai cycle de vie, comme j'aime les lire dans les histoires, un peu, je pense à Breaking Bad, où il y a vraiment un arc narratif pour un personnage, et tu vois clairement un arc de vie. Et Yorick, le héros de Wave Last Man, il vit clairement ça, et du début à la fin, son histoire m'intéresse en fait. Et l'auteur va au bout du truc, et c'est vraiment très intéressant. Donc Wave Last Man, une belle reco de ta part. Voilà. Écoute, moi je vais te lire, je vais te faire partager ma passion pour un comics que j'ai lu, non pas cet été, mais en janvier, et j'attendais la bonne occasion pour en parler. Est-ce que tu as entendu parler de Transformers More Than Meets the Eye? Eh bien non, je connais bien sûr les Transformers, mais je n'ai pas l'habitude de lire des comics Transformers. Alors, écoute, rien à voir avec les films de Michael Bay. C'est quand même les Transformers, on est d'accord. Mais c'est plus la version BD animée quoi. D'accord. C'est les personnages classiques. Et en fait, ce qui s'est passé dans le monde Transformers, ils ont trouvé un twist génial pour renouveler la série. Transformers, il faut, pour ceux qui connaissent pas, c'est les Autobots et les Decepticons qui sont en guerre depuis des millions d'années, et ils ont poursuivi leur guerre sur la Terre, ils ont poursuivi leur guerre dans le cosmos. Et là, le twist qu'ils ont trouvé, c'est que, ok, les Autobots ont à peu près gagné la guerre, et là, ils sont en situation de paix. Et donc, du coup, tous ces mecs, tous les grands guerriers, les robots guerriers, parce qu'il y a aussi des robots guerriers, il y a des robots médecins, il y a des robots, tu vois. Tous les robots guerriers se retrouvent un peu au chôme du. D'accord. Et ils savent pas trop quoi faire. Et il y a donc 2 séries Transformers qui sont nées de
Optimus Prime. Il y a un comic qui s'appelle The Death of Optimus Prime. Alors spoiler alert, c'est un one shot. Optimus ne meurt pas, il part en exil parce qu'il se rend compte qu'il est inutile et il donne son pouvoir de direction d'Autobot de chef à d'autres, à ses sous-fifres à lui, et il se barre dans un vaisseau et tu le vois plus et paf, et il part en exil dans le cosmos. Et donc, ce qui se passe, c'est que la série More Than Meets the Eye est plus intéressante car c'est vraiment des outcasts des Transformers. C'est vraiment ceux dont on n'a rien à foutre. C'est pas ceux qui sont populaires. L'auteur a choisi vraiment les robots dont tu te fous, quoi. Le plus connu, c'est Ratchet, qui est le médecin, quoi, tu vois. Et les autres, ils sont menés par Rodimus Prime, qui est le second en chef d'Optimus. Ouais, tout à fait. Et qui, lui, est un espèce d'égoïste. C'est un robot égotiste complètement débile. Et il mène cette équipe qui part dans le cosmos à la recherche d'un mythique un mythique chevalier robotique, tu ne sais pas quoi, mais c'est celui qui apportera la lumière, le nouvel espoir sur le monde de Cybertron. Donc il y a vraiment une espèce de prétexte pour les faire partir de la planète, et ça m'a fait penser à la série Red Dwarf, dont tu as peut-être entendu parler. Alors oui, je connais de réputation, je n'ai jamais regardé Red Dwarf. Bon, et ben en fait, cette série, ça ressemble à Red Dwarf. C'est des mecs qui partent dans le cosmos et ils partent à l'aventure. Et c'est tellement, et alors il y a des méchants aussi, c'est ça qui est génial, c'est que les Decepticons, ils sont obligés de se recycler, ils sont plus en situation de guerre et du coup ils sont en train ça se reste quand même des connards, mais ils sont obligés de coexister avec les autres. Et il y a des Decepticons à bord de ce vaisseau. Et ce qui est génial, c'est que tout d'un coup, les personnages stars, ceux auxquels tu vas t'intéresser, et ceux qui vont tout d'un coup développer des sentiments pour lesquels tu vas tout d'un coup t'intéresser, c'est vraiment des petits sous-fifres de merde. Swerve, ça devient une des méga stars, alors que c'est juste un petit robot de merde. Vraiment, Du coup, les Decepticons, ils font équipe avec les Autobots dans cette affaire. Ils font équipe avec les Autobots, et c'est génial parce que il y a Cyclonux qui est un ancien lieutenant de Megatron Galvatron, et il fait équipe avec eux, et tu sais très bien que tu peux pas lui faire confiance. Il va quand même essayer d'aider cette escouade. C'est vraiment génial, et tu n'as jamais lu un truc aussi bien avec les Transformers. Et si un jour on m'avait dit que je lirais avec autant d'enthousiasme Transformers que par exemple les X-Men, j'aurais jamais cru. C'est vraiment passionnant, c'est même émouvant, et il y a vraiment des numéros, je te jure, ça m'a pris aux tripes. Alors que c'est pas évident de faire un bon comics avec Transformers, parce que tu peux dire que c'est tous des robots, ils ont tous des gueules un peu identiques, ils ont tous la même voix. Non, l'auteur fait en sorte qu'ils ont tous leur propre voix, et tu te fais jamais chier. C'est écrit par James Roberts, et c'était un mec qui écrivait des fanfics de Transformers, et ils l'ont engagé pour écrire ça. C'est vraiment ma bonne surprise sur l'année, quoi. Écoute, je te fais confiance. Je t'engage à t'acheter les TPB. Il y en a déjà un bon paquet qui sont sortis. J'allais le dire. Je te fais confiance, mais je vais attendre de lire Batman Tortue Ninja avant de me lancer dans Transformers. Mais attends, Batman Tortue Ninja, c'est bonnard. Je sais pas, le TPB, je dois le recevoir la semaine prochaine normalement, donc on verra. Tu peux pas être déçu par ça. Mais Transformers, c'est vraiment bien. Si t'es fan de robots, vas-y. Si t'es fan un peu des X-Men de la grande époque Claremont, je pense que ça serait un beau comics à lire aussi. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment... s'il y a vraiment l'esprit Claremont, il y a du drama, il y a un peu de mélo. Mais tu dis qu'il y a des TPB, il y en a beaucoup de ce truc-là déjà de sortie? Je pense qu'il y en a eu 7 ou 8, ouais. Déjà? Oh la vache, déjà? Ouais, c'est 60 numéros, et la série s'arrête en novembre ou décembre, je crois. D'accord, écoute, quand la série sera finie, peut-être je jetterai un œil et puis peut-être commander l'omnibus. Elle va relauncher avec un autre titre, je pense, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, Transformers More Than Meets the Eye, c'est génial, c'est vraiment, tu vas t'éclater. Donc c'est ta recommandation principale. Alors écoute, mes autres recommandations sont de qualité, mais je te laisse continuer. Moi, alors, on en avait parlé alors, est-ce que c'était dans l'épisode précédent? Non, c'était dans l'épisode sur Batman, je sais plus. On avait parlé de Day Tripper, et je l'ai relu depuis. Et je voulais en reparler, parce qu'on n'en avait pas, finalement, on n'en avait pas dit grand-chose. Day Tripper, donc, qui a été écrit et dessiné par Fabio Moon et Gabriel Ba,
Ils sont frères, je crois, non, je sais plus. Oui, les frères Barr. Ils sont frangins, ok. Et qui viennent de gagner un Eisner Award cette année. Oui, tout à fait. Et Day Tripper, donc, ils sont brésiliens, si je ne m'abuse, tous les deux. Ouais. Gabriel. Et de toute façon, le comics, parce que c'est un comics, se déroule entièrement. Enfin, c'est un comics avec un style. Ça pourrait être une BD franco-belge, ça choquerait personne. Parce que c'est de la ligne claire globalement. Day Tripper est donc l'histoire d'un personnage qui s'appelle Brass, et c'est pas vraiment une biographie de ce personnage parce qu'en fait ça raconte ses différentes morts, et c'est une BD qui te fait réfléchir sur qu'est-ce qui fait qu'à un instant donné telle personne va mourir à l'âge de par exemple 21 ans, et qu'est-ce qu'aurait pu se passer si elle avait survécu derrière et que elle aurait pu mourir à 33 ans ou à 38. Et en fait ça rejoint un questionnement qui est vachement intéressant sur qu'est-ce qui fait l'existence d'un homme entre le moment où il naît et le moment où il disparaît. Qu'est-ce qui fait qu'une vie a été comblée. Est-ce que tu peux avoir une vie plus complète à 25 ans si tu meurs au sommet de ta gloire à la James Dean, ou si tu fais rien de ta vie et que tu décèdes à 70 ans. Et c'est pas forcément des questions que tu te serais posées, et c'est pas forcément non plus des questions qui sont traitées texto dans le comics, mais c'est une BD qui, mine de rien, te fait réfléchir à ça. Et c'est une BD qui est pas vraiment optimiste, même si la fin n'est pas forcément... c'est pas un tire-larme, si tu veux. Et la fin n'est pas glauque non plus, mais quand tu refermes la BD, t'as une espèce de mélancolie qui t'étreint, qui est absolument terrible. Parce que t'as vu un personnage auquel tu finis pas forcément par t'identifier, mais tu t'y attaches, et tu l'as vu mourir de genre 8 manières différentes, et à chaque fois c'est là que tu vois que la vie tient pas grand chose, et que parfois il suffit de rien pour que ça s'arrête net, alors que tu t'y attendais pas, quoi. Et Day Tripper a ce côté vraiment fascinant d'inéluctabilité. Et en même temps, ce côté mélancolique très très prononcé. Honnêtement, si tu vois, on disait la dernière fois que c'était difficile d'en parler, c'est toujours difficile d'en parler, même après l'avoir relu. Ouais, je comprends. Ouais. Ça reste une expérience qui se vit. Et je préfère pas en dire trop non plus, j'en ai déjà beaucoup. En fait, j'en ai beaucoup dit sans en dire beaucoup. C'est vraiment c'est vraiment quelque chose qu'il faut lire. C'est une expérience un peu sensorielle, je trouve. Je suis complètement d'accord. C'est un truc très, très métaphorique, métaphysique. Et c'est de l'ordre du sensoriel. Moi, j'ajouterais juste que j'avais recommandé How to Talk. J'ai recommandé How to Talk to Girl at Parties. Voilà, leur précédent, celui qui est sorti cette année. Ils ont reçu un Eisner Award pour Two Brothers cette année. Et puis Day Tripper, je crois qu'il a reçu aussi un award pour la mini-série. Je crois, ouais. Et j'avais déjà recommandé Umbrella Academy qui est plus vieux, mais qui se lit encore très bien. Ça a presque 10 ans d'âge, mais si tu aimes Cyborg 009 et les X-Men, il faut absolument lire Umbrella Academy. C'est des gamins qui ont des super pouvoirs, qui ont que pour base la Tour Eiffel, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, si tu lis pas ça, qu'est-ce que tu vas lire, quoi. Ça a l'air sympathique. Ah non, c'est vraiment génial. Donc, écoute, je te suis complètement. Écoute, je vais enchaîner avec un truc beaucoup moins drôle. C'est Homicide. Déjà que c'est pas très drôle d'être Reaper. Alors, Homicide, c'est pas drôle du tout. Et en fait, comme j'ai fait un peu le tour des comics de Brubaker la dernière fois, lors de ma dernière sélec, en fait, non, j'avais pas fait le tour. J'en ai juste cité quelques-uns, et j'adore Brubaker. Mais ça, c'est du vrai polar comme comme on l'aime. Homicide, c'est l'adaptation en bande dessinée du bouquin qui ensuite est devenu une série de David Simon David Simon. Donc c'est lié à la série télé, d'accord. C'est l'adaptation du bouquin avant que ça devienne une série. Enfin, pas avant. Avant la série. Non, il a utilisé le bouquin comme source, pas la série. C'est ça. D'accord, je comprends. Ok. Et c'est dessiné par un Français qui s'appelle Philippe Squarzoni. Et c'est vraiment génial. C'est une année dans les rues de Baltimore, évidemment, qui est la ville clé de The Wire. Ça se passe avant The Wire, techniquement, et qui est la ville au plus fort taux de criminalité des États-Unis. Ouais, donc tu comptes pas. Ce qui est un détail non négligeable. Ouais. Je pense qu'on n'ira pas se balader demain. Quoique, tu sais que je suis quand même attiré parce que j'ai tellement vu The Wire. Pour moi, The Wire étant une des meilleures séries du monde, sinon la meilleure série du monde.
Et voilà, écoute, je vais pas trop en dire parce que ça reste du polar, c'est très c'est stylisé, c'est fin, le dessin est assez fin et épuré, tout en nuances de gris. Il cherche pas le réalisme photographique, mais il cherche plutôt la manière de convoyer l'émotion et surtout c'est ça, c'est le truc récurrent de l'œuvre de David Simon, c'est que ces gens-là, ils sont perdus. Quoi qu'ils fassent, la société et la société dans laquelle ils sont va les broyer et ils sont les victimes de ça. C'est de la super bonne BD. Si tu veux vraiment du polar, si t'as aimé The Wire, il faut le lire. Si tu aimes de polar, il faut le lire. C'est vraiment une des meilleures adaptes de romans que j'ai vu depuis très longtemps et ça me redonne envie de revoir The Wire, ce qui est en soi une très bonne chose. Ok, très bien. Eh ben, écoute, Ah, tu m'as donné envie, alors que et ça, en tu plus, vois, tu le prends sur Amazon FR, hein, parce que c'est pas, je sais, il doit être sorti en anglais, mais. ouais. Mais, Moi, je connais que de nom la série et je ne savais même pas que c'était tiré d'un bouquin. Donc, mais bon, voilà, quand il y a Brubaker de toute façon au cast, ça. Ah non, ça c'est m'attire pas toujours. Brubaker, hein, c'est pas Brubaker. C'est pas Squarzoni, Brubaker, David Simon. mais c'est pas Brubaker qui a écrit le. Non, pas du tout, pas du comics. tout, pas du tout. Ah, d'accord. Ah, bah alors, pourquoi t'as parlé de Brubaker au début? Tu m'as perdu. J'ai dit parce que j'ai beaucoup lu de Brubaker ces derniers temps et que j'étais dans D'accord. la période polar. D'accord. Bon, bah écoute, même si c'est pas Brubaker, je m'y pencherai. Quoi qu'il Si tu arrive. veux, tu peux l'effacer au montage. Non, c'est pas grave. Au moins, comme ça, c'est clair pour tout le monde. Ah, tu sais que papa, lui, s'il y a des trucs comme ça, il l'effacerait. Hein. Ah ouais? Il Bah, me écoute. dirait, je te ferai un petit patch sonore. Eh ben non, moi je laisse. Comme ça, au moins, c'est clair pour les auditeurs que c'est pas Brubaker, parce que c'était pas forcément clair. Bref. Voilà. Ma BD suivante, on va faire dans le français. Encore que ça se trouve il est belge, non, je crois qu'il est français. C'est Zai 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 de Fab Caro, une BD qui a eu son petit succès quand elle est sortie. Elle s'est sortie l'été l'année dernière, je crois. Et c'est une BD que ma copine adore. Vraiment, voilà. elle m'en parlait pendant tout le temps. Et je m'en veux presque de m'y être intéressé vraiment que beaucoup. C'est elle qui me l'a vendu, hein, je te le cache pas. C'est une petite merveille d'humour complètement absurde. À la base, c'est l'histoire d'un gars qui est au supermarché et qui a oublié sa carte de fidélité. Et là, il lui arrive mais tout un tas de trucs complètement rocambolesques. Le manager du magasin essaye de l'arrêter parce que c'est pas normal qu'il ait oublié sa carte. L'agent de sécurité veut lui péter la gueule. Il s'enfuit, il est poursuivi par la police. Enfin, c'est du n'importe quoi complet et c'est absolument formidable. Si on est fan d'humour absurde, c'est vraiment merveilleux. Au niveau du dessin, c'est extrêmement léger. Pour tout dire, dans le style, moi, ça m'a beaucoup rappelé Bastien Vives dans l'humour très absurde et même dans les dessins qui sont faits de très très légers avec finalement pas beaucoup de noirceur ou même il y a pas de couleur, hein, c'est du noir et blanc. C'est vraiment extrêmement sympathique, ça se lit très vite. C'est peut-être le seul défaut, c'est que tu l'as torché en une demi-heure le truc, mais c'est tellement chouette et tellement drôle que je ne peux pas ne pas le recommander. Et puis parce que voilà, il faut parler un peu des productions locales. Donc voilà, Zai 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 2, Fab Caro. Homicide dessiné par Squarzoni, un français. Tout à fait, c'est vrai. Donc là, c'est bon, on a fait notre quota. On peut revenir à la belle production anglo-saxonne. J'aurai encore du franco-belge après, mais vas-y, à toi. Écoute, j'ai relu The Wicked and the Divine. Et c'est un comics de Kieron Gillen qui est extraordinaire. Extraordinaire. Et je pense que c'est un comics. Si tu aimes la musique, il faut lire Wicked and Divine. Si tu aimes les dieux, le panthéon des dieux du monde entier, il faut lire Wicked and Divine. Si tu aimes le rock, si tu aimes la pop, si tu aimes si tu aimes la BD, il faut lire Wicked and Divine. C'est l'histoire de Laura qui est une humaine et elle vit dans un monde, elle vit dans notre monde dans lequel les dieux se réincarnent. Ils se réincarnent comme ça tous les 70 ans. Et il se réincarne, mais juste pour dans 2 ans, et ensuite il meurt, et c'est un cycle comme ça. Et là, en l'occurrence, il se réincarne, mais comme ça devient des stars, parce qu'évidemment, si un dieu arrivait de nos jours, il serait tout de suite sur Instagram, sur Twitter, il serait sur Snapchat, et ces mecs-là deviennent des méga stars, et ils font des concerts qui sont des espèces de qui sont des espèces de grands moments de prêche cosmogonique, c'est ésotérique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce panthéon des dieux, il y a les japonais, il y a les anglais, il y a plutôt les celtiques, il y en a pour tous les goûts.
Et surtout, ils sont très lookés. Ils sont lookés comme des jeunes d'aujourd'hui, mais comme des jeunes d'aujourd'hui qui s'habilleraient comme les stars de rock d'hier. Lucifer, il est habillé Bowie de la période Finn White Duke. Tu vois, il y a Bal et Sackmet. Ils sont habillés comme les rois du R&B, genre Kanye West. Odin, il porte un casque comme Daft Punk. Enfin, c'est génial. Et donc il y a cette Laura au milieu de tout ça, qui n'est qu'une humaine et qui est fan de ces dieux et qui va essayer de commencer à apprécier Lucifer. Et Lucifer va se faire tuer devant Lucifer va être inculpé pour meurtre. Il y a un meurtre qui va surgir devant elle et du coup ce dieu va passer au tribunal et c'est le début d'une espèce de coup de nid puisque tous les dieux vont au fur et à mesure mourir et il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans et c'est génial. C'est vraiment un comics je dirais pas révolutionnaire mais qui tente des choses complètement inédites. Il y a le numéro, je crois c'est 13 ou 14 donc ça doit être dans le volume 2 ou volume 3 c'est une série qui va bientôt se terminer donc j'en parle, j'ai relu tout avant la fin où tout d'un coup le numéro est un remix, tu vois, c'est comme un remix musical mais il utilise les planches de tous les albums précédents pour faire une histoire cohérente mais un remix. C'est génial, c'est très expérimental et à un moment où au sommet de la tension entre ces personnages et il fait les dieux meurent mais à un rythme Game of Thrones. Et tout d'un coup, il fait un album qui s'appelle Suicide Commercial, et avec d'autres dessinateurs, et il parle de ces dieux, mais il prend un autre angle pour évoquer toute l'histoire. Tu sens que c'est une histoire quand même très très personnelle pour Kieron Gillen, qui est un mec que j'adore. C'est un ancien testeur de jeux vidéo pour Eurogamer, et qui maintenant a écrit pour Marvel. Il écrit Darth Vader en ce moment. C'est un mec qui a toujours une idée, j'en parle assez souvent, il a toujours il a quelque chose à véhiculer dans chaque BD qu'il écrit et là ça se voit quoi. C'est vraiment les dieux, et si les dieux étaient des pop stars et si les pop stars étaient considérés comme des dieux, c'est vraiment génial. Je pense que c'est une de mes BD préférées en ce moment. Je ne saurais trop te la recommander et en plus je précise pour tout le monde, elle est publiée en français. Donc franchement ça serait vraiment con de passer à côté d'un truc comme ça. Si t'aimes la zik, il faut le lire. Si t'aimes la BD, c'est indispensable quoi. Eh ben ça tombe bien parce que j'ai tous les trades paperback, ils sont sur ma pile de lecture. Je vais les lire un jour. Je t'en avais déjà parlé ou c'est quelqu'un d'autre qui... C'est Comics Outcast, je crois, qui me les avait vendus, les Weekend of Divine. Mais voilà, c'est vraiment génial. J'ai une pile de comics avec Black Science, Law et Weekend of Divine qu'il faut que je lise, donc voilà. Mais je vais m'y mettre. Donc, je vais recommander un comics de chez Marvel. On n'en avait pas jusqu'ici. C'est un one-shot qui sort de l'event Secret Wars, un event dont on reparlera dans une émission ultérieure quand j'aurai fini de tout lire. Tu sais que moi je suis très fan de Secret Wars. Ah, je sais que tu aimes beaucoup Secret Wars. Je suis aussi relu cet été, mais je me suis dit, bon écoute, si on en parle un tout petit peu, temps de dire que j'adore. Ouais, on va en parler, on en parlera, on prendra notre temps pour bien en parler. Et pour l'instant, tout ce que j'en lis, j'aime beaucoup. Et je vais donc parler de ce one-shot donc, qui fait 25 pages. Hank Johnson, Agent of Hydra. Alors, je vais rappeler vite fait, mais très vite fait, ce que c'est Secret Wars. L'idée, c'est tout le multiverse Marvel, donc tous les univers parallèles, qui entrent en collision. Et techniquement, au final, les deux derniers à s'imbriquer, c'est l'univers Marvel connu, donc le Earth 616, et l'univers Ultimate. Ouais. Et donc dans la série, par exploser. Tout voilà. L'univers entier meurt. L'univers entier disparaît. Et là, il y a Doctor Doom qui réussit par un tour de passe-passe. Alors, je vais pas spoiler, dire comment il le fait, mais qui crée un univers à sa dans lequel il est vénéré comme un dieu et qui est composé de petits éléments. Et donc, cet univers s'appelle Battle World. Et chacun de ces petits éléments, de ces petites régions, en fait, a un baron qui le gouverne, et chacune de ces petites régions est son propre univers à elle toute seule, en fait. Donc c'est pas évident à expliquer comme ça, mais si tu veux, t'as l'univers avec Old Man Logal, t'as l'univers avec les X-Men 93, t'as l'univers avec où il y a que des femmes, t'as des univers où ils font faire revenir mais des très très vieilles séries, des vieilles séries de Marvel des années 60-70,
qui sont, mais enfin, il y en a une qui est absolument merveilleuse avec une histoire d'aviateur qui se retrouve au milieu d'un village d'Amazon. Enfin voilà. Et donc il y a Hank Johnson. Et voilà, et il y a Hank Johnson, l'agent d'Hydra. Et donc tu suis le quotidien de ce type qui est agent d'Hydra, mais le gars c'est son boulot en journée quoi. Et parce que voilà, Hydra n'a plus cette connotation ancien truc de nazi. Enfin voilà, tu sens que c'est une organisation qui est là pour faire le mal, mais c'est un peu un mal un peu clownesque quoi. C'est il y a un aspect un peu comme dans tu vois les films Austin Powers où on va dire eh oui personne ne soucie jamais des hommes de main et où tu vois l'homme de main avec sa famille. C'est exactement ça. Quand papa reviendra du boulot, c'est exactement ça. C'est vraiment des interrogations du genre, mais combien ils sont payés tous ces agents pour risquer leur vie contre les gentils? Exactement. Et puis entre eux, qu'est-ce qui se passe quand ils ont fini de bosser, quand ils ont fini de se faire péter la gueule par Nick Fury ou par d'autres super-héros? Et donc c'est écrit par David Mandel, qui est un producteur exécutif de Curb Your Enthusiasm de Larry David, et où tu sens que le mec, voilà, il se fait plaisir. C'est débile du début à la fin. C'est extrêmement drôle. Et c'est un one-shot. Et c'est un one-shot de 25 pages, donc c'est vite lu, vite expédié. Je ne saurais que trop le recommander. Alors en plus, t'as des apparitions, enfin t'as tous les Avengers qui font une apparition, t'as des petits persos en caméo qui sont là, genre t'as MODOK qui fait une petite apparition. Enfin, ça m'a un peu fait penser à une version inversée des Invincible de Pixar. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est le monde du quotidien dans sa médiocrité la plus ultime, quoi. Vu du côté des méchants, pour ceux qui connaissent Deadpool, c'est Hydra Bob, mais genre puissance 10 000, quoi. Voilà. C'est vraiment, c'est l'homme de main dans tout ce qu'il a de plus médiocre et de plus grotesque. Et voilà, ça coûte une misère. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu le reste de Secret Wars, ni vous n'avez pas forcément besoin de connaître super bien Marvel. À partir du moment où vous savez que c'est juste une organisation de méchants et vous suivez le quotidien de ce gars-là, c'est suffisant pour se payer une bonne tranche de rire. Bah écoute, ça fait du bien d'avoir un truc drôle parce que moi j'ai pas. En fait, je me rends compte, j'ai zéro truc drôle en fait à recommander. Et moi j'en suis à 2 déjà. Et moi j'ai pensé à Sheriff of Babylon que j'ai enfin fini et ça me fait plaisir d'en parler parce que c'est écrit par Tom King dont je parle souvent en ce moment. Ouais, c'est un peu ton gars sûr du moment là. Ouais, c'est clairement mon gars sûr. C'est le mec Vision, il est en train de terminer Vision qui est extraordinaire. La fin de Vision est extraordinaire. Pour Marvel, mais en même temps il écrit Batman, il vient de finir Omega Man, il vient de finir Grayson et maintenant il est sur Batman, donc il est vraiment le mec. Il est chez Père là, il est tranquille. Oui, vraiment là vraiment c'est le mec bien de chez DC quoi, il lui file les plus gros projets et c'est un ancien de la CIA et de cette expérience d'ancien de la CIA, bah, il a écrit un comics sur la guerre qui s'appelle Sheriff of Babylon, qui se déroule à Bagdad en 2003 et où il raconte l'histoire d'un flic, d'un ancien flic de je crois qu'il est de Floride et qui est devenu un military contractor. Il est genre un militaire mais tu sais privé et il entraîne la nouvelle police irakienne. Évidemment, c'est dur parce qu'il y a énormément, enfin genre c'est de l'ordre du photoreportage à ce niveau de réalisme. Ouais, tu dois pas rigoler beaucoup, ouais. Ouais, c'est vraiment pas drôle. Il est obligé de s'allier avec les flics de Bagdad qui eux aussi sont décimés, mais en même temps tu sens qu'il y a des mecs qui tirent enfin tu sens qu'il y a des manigances. Personne n'est vraiment gentil évidemment personne ne sort triomphal de cette histoire. C'est une mini-série en 8 épisodes, donc ça va se faire un seul volume je pense. D'accord, ce sera un one shot derrière. Et ce sera juste un volume je pense. Ok. Et peut-être ils vont continuer, peut-être il va continuer. C'est vraiment bien si tu aimes le drama de guerre et sur un sujet qui est pas du tout traité, je pense que c'est vraiment la meilleure BD sur le sujet qui ait jamais été faite. Et c'est intéressant que les États-Unis s'y intéressent en plus parce que c'est assez intéressant parce que les États-Unis sont pas connus pour leur autocritique de leur propre système ou de leur propre histoire proche, mais par le biais de l'art en général, tu trouves tout d'un coup des pistes de réflexion très étonnantes comme ouais, généralement au cinéma ou comme Zero Dark 30, tout d'un coup
quand tu t'y attends pas, tout d'un coup, le ciné US te prend par surprise, quoi, et te propose une version très différente de la version officielle. Et lui, bah, de son passif de mec de la CIA, il en parle assez bien. Il y a eu des super interviews de ce mec. Il t'explique que, qu'il était dans les rooms, dans les chambres de décision, et que souvent, en fait, il regarde CNN et que ces mecs-là sont aussi dépassés que les civils sur place. Bref, Sheriff of Babylon, c'est vraiment, si tu veux une BD de guerre, c'est pas drôle du tout. Je te le promets, tu vas pas rire une seule fois, mais c'est vraiment une BD qui est poignante. Et quand ça va sortir en France, évidemment, et je pense qu'il y a des mecs qui vont s'intéresser au sujet. Je viens de regarder là le paperback, le premier paperback est disponible et ça regroupe les issues 1 à 6. Alors il y en aura peut-être 12 au final. Oui, donc ça va continuer, ouais. Ou alors ils en font peut-être 10 et je sais pas ce qu'ils mettront pour compléter j'ai eu les premiers là, les 6 premiers. Ok. Bah, effectivement, ça a l'air très intéressant. On va enchaîner parce que mine de rien le temps passe. Est-ce que tu veux parce qu'on s'est dit on va en faire 3 comme ça et ensuite on se garde un peu des trucs à balancer vite fait. Est-ce que tu veux qu'on passe en mode on en est déjà à 4 chacun, donc on va enchaîner vite fait les derniers, parce qu'après c'est peut-être pas forcément les moins connus. Je voulais parler très rapidement de Fear Agent, dont je me suis acheté les 2 omnibus il y a quelques mois. Et tu as bien raison. Et j'ai adoré Fear Agent, et c'est vraiment très très chouette. C'est donc écrit par Rick Remender, dessiné par Tony Moore, le gars qui a fait les 6 premiers chapitres de Walking Dead. Le mec qui a tout gagné, quoi. Et c'est aussi dessiné par Jérôme Opeña. Visuellement, c'est magnifique. Les épisodes d'Opeña, ils sont super en plus. Opeña, visuellement, c'est très chouette. À l'écriture, Remender, c'est pas un clown, il sait ce qu'il fait, c'est génial. Et c'est là où tu te rends compte le talent du mec. Enfin, Remender et Hickman, c'est vraiment 2 mecs qui ont un talent extraordinaire pour commencer une histoire. Et tu te retrouves genre 50 issues plus tard et tu te rends compte qu'en fait ils avaient tout prévu depuis le début et c'est vraiment très bien fait. C'est tu te dis évidemment il y a des trucs qu'ils n'ont pas forcément prévus, mais c'est réécrit et c'est récupéré d'une telle manière avec un tel talent que c'est formidable. Fear Agent, c'est tellement poignant par moment. Tout à fait. Fear Agent, c'est l'histoire d'un mec qui est plus ou moins un shérif de l'espace si on veut, quoi. Et je suis pas forcément super branché SF, faut vraiment que l'histoire soit bien pour m'accrocher. C'est un shérif de l'espace alcoolo-dépressif. Exactement. Et là, j'ai adoré du début à la fin, c'est vraiment super. Et c'est puis les omnibus sont des éditions vraiment super chouettes chez Dark Horse. Si vous les trouvez en France, allez-y. Et c'est sorti en français, ouais. Ouais, en plus. Donc voilà, c'était Fear Agent, et je vais finir très rapidement avec un auteur qui est très cher à mon cœur et une série de BD franco-belge. Ce sont les folles aventures de Lapino de Trondheim. Lapino, qui est donc c'est un lapin anthropomorphe qui a des amis qui sont aussi des animaux anthropomorphes. Donc il y a un chien, il y a un chat, et d'ailleurs Richard le chat, c'est peut-être mon personnage préféré. Lapino est une série qui a toujours un petit peu détonné parce que en fait t'as la série une folle aventure de Lapino et t'as une folle aventure sans Lapino. Donc les aventures sans Lapino n'incluent pas Lapino, mais les aventures de Lapino, en fait, un album sur 2 se déroule pas dans la continuité, c'est-à-dire que t'as un album qui va raconter les aventures de Lapino, qui est un lapin anthropomorphe qui vit à notre époque, et l'album suivant va se dérouler par exemple dans un faux western, ou alors l'album suivant va être une histoire complètement incroyable avec des extraterrestres. Bref, ce côté un petit peu foutraque de Lapino est vraiment ce qui rend le personnage génial, parce que c'est là que tu vois toute la folie de Trondheim. À la base, il a imaginé Lapino dans une BD qui fait 1000 pages, où il a improvisé du début à la fin l'histoire, qui est Lapino et les carottes de Patagonie, que je recommande aussi, qui pareil, c'est une lecture fascinante, où tu vois du début à la fin, le type part dans des délires, mais complètement hallucinants. C'est très pince sans rire, mais c'est extrêmement drôle, et là aussi c'est beaucoup d'humour absurde. Des albums de Lapino, il y en a 9 si je ne m'abuse, plus un numéro 0, donc ça fait 10. Pour moi c'est du génie du début à la fin, et je ne saurais que trop le recommander. On rit énormément, il y a des passages par contre qui sont assez durs, mais c'est vraiment très très fin et très bon. Voilà. Tu m'as donné envie. Bah écoute, moi je vais essayer de faire aussi vite que toi et aussi hypant. Écoute, je me suis remis à lire des mangas, ce que je faisais plus depuis très longtemps. Putain, moi non plus, ça fait longtemps. Hein. Et j'ai commencé One Punch Man. Je reviendrai sans doute sur One Punch Man un peu plus longtemps. On y reviendra à 2, alors, parce que j'en ai lu pas mal. Et écoute, j'ai lu Pluto. Est-ce que tu as lu Pluto de Urasawa? J'ai lu Pluto de Urasawa, une relecture de Astro Boy. Eh ben écoute, ça m'a pris aux tripes. C'est fabuleux. Je pensais pas. Alors écoute,
j'ai lu en plusieurs fois, puisque la première fois où j'ai lu plutôt le premier volume, je l'ai lu à l'époque de sa sortie japonaise, D'accord. donc en VO, et je me souviens que j'étais dans le métro, j'avais fini le volume, et tout d'un coup j'avais fait waouh, j'avais vécu un truc genre jamais vécu. Je crois que c'est un des meilleurs premiers volumes de tous les temps que j'ai jamais lu Ah. en comics et même presque je te dirais en BD tout court quoi. C'est un peu souvent, c'est l'effet, j'appelle ça l'effet Urasawa, moi, parce que C'est après que avoir les lu le débuts premier volume de 20th Century Boys, j'étais mais sur le cul. Tu fais comment tu peux aller au-delà d'un truc comme ça? C'est Et grave. bah, plutôt, ce qui est génial, c'est qu'il reprend une vieille histoire qui s'appelle Le robot le plus fort du monde, Chijio Saidai no Robot, et il reprend cette histoire qui est pour les enfants et il en fait Donc c'est Tezuka, c'est Astro Boy, hein, faut le préciser. Il en fait, oui, c'est adapté de l'œuvre de Tezuka. Voilà. Et il en fait une version pour adultes. Il en fait un whodunit avec des robots dans un monde qui ressemble plus à Blade Runner que, enfin, qui est vraiment plus noir. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des meurtres, il y a des meurtres. Et tu sais quoi, moi, ça c'est un truc qui m'intéresse, c'est que c'est de la manière dont raconter une même histoire pour différents publics. Ça c'est clairement une vision beaucoup plus noire et beaucoup plus adulte du monde de Tezuka, enfin du monde d'Astro Boy. Et tu sais, à notre époque où on vit des trucs du genre Suicide Squad, Batman v Superman, et les gens te disent ah mais c'est dark et tout, alors que pas du tout, c'est juste nul. C'est juste nul ces versions soi-disant noires qu'on est en train de nous vendre. Ce monde grim and gritty, il suffit pas de filmer avec ta caméra toute noire et tes effets spéciaux pourris pour nous faire croire que c'est sombre. Le monde que nous montre plutôt est beaucoup plus sombre et c'est un cas d'école parce que ça fonctionne, parce que c'est pas n'importe quoi, c'est pas juste c'est pas iRobot avec Will Smith, c'est une SF très cohérente qui est genre tu y crois tu te dis OK, un enfant qui vole un enfant robot qui vole, tu pourrais croire que c'est stupide, mais en fait en 2 pages, tu admets que c'est la réalité, et c'est vrai, c'est acté, et tu y crois à ce monde. Et ça m'a pris aux tripes, et je l'ai lu d'une traite, j'ai enfin fini tous les 8 volumes. C'est un manga qui te fait pleurer, qui te fait chialer, et qui te prend aux tripes. Vraiment, je pense qu'il est, c'est un de mes mangas préférés de tous les temps. Mais tu viens de me donner envie de le relire. J'ai les volumes avec moi quand j'ai déménagé aux US. Je l'avais pris avec moi. Je pense que je vais les relire. Ah non, mais c'est quel grand manga, quelle vision, et faite complètement dans le respect de l'auteur original, parce que, et en plus, tu vois, enfin, à toutes les pages, on te le rappelle que c'est l'œuvre de Tezuka, mais que tu les prennes tout ce monde et que tu le mettes ensemble et que tu en fais une histoire cohérente, et en même temps que tu respectes les valeurs d'humanisme, car c'est ça, c'est ça l'œuvre de Tezuka, que tu respectes les valeurs d'humanisme et par rapport à un monde grim and gritty, c'est vraiment extraordinaire, vraiment plutôt. Alors après tu peux dire que la fin est moins extraordinaire que le début, et je veux bien te croire parce que c'est un des des meilleurs premiers débuts que j'ai jamais lu. Bah écoute, comme je te l'ai dit, je vais le relire. Est-ce que tu me permets d'ajouter un dernier mot, parce que les gens vont dire mais t'as pas parlé de Batman. J'ai lu le premier numéro d'All Star Batman. C'est une espèce de road movie avec Batman et Two-Face. Donc c'est du Rebirth, hein, on est d'accord, c'est le nouveau reboot de DC post. Alors c'est Rebirth, mais ça a aucun rapport avec le fait qu'il y a pas de rapport. D'accord, c'est décorrélé avec tout le reste de l'univers Batman. L'idée de base, c'est que Scott Snyder, il était triste parce qu'il quittait Batman et qu'il avait encore des idées, et surtout il n'avait jamais travaillé avec plein de méchants il n'a pas eu le temps de faire tout le panthéon des méchants de Batman. Bah, il y en a plein qu'il n'a pas fait. Ouais. Il fait une série avec Two-Face et il va faire avec une série d'auteurs triés sur le volet. Le premier, ça commence avec John Romita Jr. Et ensuite, il a vraiment que des mecs qui sont trop doués après au dessin. Et donc, le premier arc, c'est John Romita. Et c'est génial. Et je peux juste dire qu'il y a un moment, Batman, il prend une putain de il prend une putain de tronçonneuse. Et le mec il fait ah Batman, je vais te niquer, et là lui il sort sa tronçonneuse et il fait I'm good. Et c'est juste et c'est tout ce que tu vois, c'est ça qui est génial avec Scott Snyder, c'est qu'il prend des situations que tu connais, enfin tu vois, Batman quoi, mais il nous a donné
Batman avec sa motobécane, avec sa motobécane et son uniforme retroussé, tu pourrais croire que c'est naze, mais en fait non, c'est génial. C'était tellement bien dans Zéro hier, la moto. C'était tellement bien, et bah là, c'est du niveau de la moto, mais avec de la tronçonneuse. Voilà, c'est Batman avec... Et genre, je suis déjà emballé par ça, quoi. J'ai hâte, et c'était que le premier numéro. Je pense que là, avec tout ce qu'on a name droppé, nos auditeurs vont devoir vider leur PEL pour pouvoir s'acheter toutes ces BD. Alors, je tiens presque à m'excuser parce que on a ça souvent sur Super Ciné Battle. Les mecs nous disent, oh là là, ça va nous coûter cher, en truc. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout lire ou tout voir en même temps. Nous, on balance quelques pistes, quoi, par rapport au film. Et là, c'est vrai qu'on fait, si tu fais le budget de tout ce qu'on a recommandé, il y en a pour cher, là, quand même. Il y en a pour cher. Allez-y mollo, ou éclatez-vous, quoi qu'il arrive. De tout ce dont on a parlé, c'est vrai qu'After Eight, on est supposément on est là pour dire de la hate. Mais non, là, on est vraiment c'est vraiment que du bon art. C'est bon. C'est vraiment que de la bonne lecture, là, ça, quoi. Non, les BD, le truc qui est bien, c'est que on a quand même cité beaucoup de trucs qui sont un peu anciens, et je pense que vous pouvez les trouver d'occasion pour pas grand chose. C'est vrai. Why the Last Man, les TPB sont en train de ressortir, donc oui, les nouvelles éditions vont être chères, mais les anciennes se trouvent facilement. Il y a plein d'éditions de Why the Last Man. Day Tripper, c'est facile à trouver. Ouais. Why the Last Man, le dernier TPB, le 5e est ressorti, je l'ai reçu la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai fini de le relire. Mais voilà, les anciennes sont toutes aussi bonnes, il n'y a pas de raison, hein, on peut s'en sortir d'occasion. Lapino, c'est pareil, c'est assez vieux, le dernier volume est sorti il y a 5 ans, donc il y a facilement moyen de s'en sortir. Voilà. Et puis plutôt, c'est 8 volumes et puis c'est fini, et voilà, quoi. Puis plutôt, voilà, c'est 8 ou 9 ? C'est 8 ? Enfin bref, plutôt c'est fini depuis 5 ans, je pense qu'il y a moyen de les trouver dans les vide-greniers ou d'occasion. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de la... Mais rassurez-vous, on va encore en parler, hein, des BD, on adore ça. Et puis je propose qu'on recommande encore plus de trucs pour que les auditeurs dépensent encore plus d'argent. Vous m'avez traité d'abruti ? Oui. Je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne cogne pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben tire-toi alors. Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots effilés. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. BD. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recos, mais en même temps, on a fait que recommander des trucs, donc ça va pas vous étonner beaucoup. Non, là, on est lancé, là. Là, on veut juste recommander des trucs, pas de BD. Voilà, c'est une habitude, on la perd pas. Alors, qu'est-ce que tu as à nous raconter, Quix ? Alors, ma recommandation, moi, j'en ai déjà parlé sur Twitter. Je vais essayer d'en dire le moins possible parce que l'effet de surprise est extrêmement important. C'est un pilote de série qui est disponible sur Amazon Prime qui s'appelle Jean-Claude Van Johnson. Alors, comme vous pouvez vous en douter, c'est avec Jean-Claude Van Damme. Et comme je l'ai dit, je vais en dire le moins possible. Vous vous débrouillez comme vous voulez. Vous montez un VPN, vous prenez un abonnement Prime chez Amazon US. Ou alors vous contactez votre tonton qui habite en Amérique, je sais pas, vous vous débrouillez comme vous voulez. Vous regardez Jean-Claude Van Johnson, le pilote. Alors je sais que Henri Michel a détesté, eh bien je suis bien désolé pour lui parce que c'est merveilleux. Regardez Jean-Claude Van Johnson et vous me remercierez peut-être après. Eh bien écoute, moi on me l'a mis dans mon cousin américain me l'a mis dans la boîte aux lettres. Je savais pas ce que c'était, j'ai dit qu'est-ce que tu m'as envoyé ? Et voilà, je l'ai reçu, je ne l'ai pas encore regardé. Voilà. Et j'insiste vraiment pour que tu en saches le moins possible avant de regarder. Mais vraiment, même pas savoir de quoi ça parle. Tu sais juste qu'il y a Jean-Claude Van Damme dedans, tu lances et tu kiffes. C'est la seule chose que je sais. Ouais, bah c'est parfait. Bah écoute, moi je vais faire une demi-reco de Dernier Train pour Busan. Pourquoi demi ? Parce que on enregistre Super Ciné Battle demain et je pense que je vais le garder pour Super Ciné Battle. Par contre, je vais te parler d'un autre film beaucoup plus ancien. Et je me demande comment c'est possible que je l'ai loupé pendant toutes ces années. Puisqu'en plus, c'est un film basé sur une BD. C'est Punisher Warzone. Est-ce que tu l'as vu ? Alors, je ne l'ai pas vu, mais est-ce que c'est pas un gros nanar ? Non, c'est génial. C'est extraordinaire. c'est fucking badass. C'est littéralement des planches de Garfénis qui sont adaptées en cinéma, quoi. Tu sens que littéralement ils ont pris des planches de BD pour les adapter et c'est d'un niveau Sin City, quoi. C'est d'un absurde génial, quoi. Ouais, mais alors c'est du niveau Sin City ou du niveau Sin City A Dame to Kill For que j'ai aussi vu hier et qui est une purge. Ah putain, quel hasard.
Non, c'est niveau premier parce que c'est vraiment drôle. C'est pas une purge. D'accord. Et c'est réalisé par une femme. C'est la première femme qui réalise une adaptation de BD classée R, donc interdit au moins de 17 ans. C'est super sanglant, mais en même temps, c'est de l'humour. J'ai adoré. L'acteur, il a l'air presque presque malade. Le méchant, il est joué par Dominic West, donc McNulty dans The Wire, et il tombe dans un truc de verre, et donc ça le défigure. Tu sais, c'est comme ça qu'il devient The Jigsaw, et qui est un méchant du monde Marvel. Mais pendant qu'il est en train de tomber dans ce truc de verre, au lieu de faire au secours, il fait fuck you Punisher, fuck you Castle. Tu sais, il est en train de gueuler dessus. C'est hilarant, et j'en parle ici pourquoi? Parce que papa lui déteste ce film. Il dit c'est nul, c'est mal filmé, c'est tout noir et tout. Et c'est vrai que c'est tout noir. Ça a été filmé genre à 99% pendant la nuit. En plus au Canada, donc genre tu vois rien. Mais écoute, c'est un film. Je me le mettais pour me réveiller quand j'étais chez lui, et je me le mettais pour m'endormir parce que c'était beau quoi. Genre j'adore, c'est un de mes films Marvel préférés de tous les temps, et c'est celui où tu sens que Marvel, ils ont dit ouais, on vous donne carte blanche, et ils ont fait exactement la BD. Ils ont fait vous êtes sûr que vous qui a signé pour ce truc? Alors ce qui est marrant, c'est que tu viens de demander qui a signé, et je vois qu'en fait le film est chroniqué dans le podcast How Did This Get Made de Paul Scheer, qui est peut-être le seul podcast américain que j'écoute, qui est un podcast qui déconstruit en fait les mauvais films entre guillemets, ou les films qui sont ramassés au box-office. Eh bien, figure-toi que j'étais tombé sur le How Did This Get Made, et justement ils ont invité la réalisatrice et Patton Oswalt. En fait c'est Patton Oswalt. C'est Patton Oswalt qui a l'origine de cette invitation, c'est ce que je vois là. Et ils disent, je peux te spoiler l'émission. Non, je l'écouterai. Ils te disent que c'est absurde, mais que c'est un futur classique de l'adaptation de la BD. Parce que c'est je vois hilarant. Que la réalisatrice est une ancienne championne du monde de karaté. Ça ne s'invente pas. C'est génial. Je pense que c'est vraiment genre. Je comprends pas pourquoi papa a pas aimé, mais peut-être parce qu'il aime pas la BD. Mais tu sais, tout ce qu'il y a dans ce film est dans une BD. Il y a pas, c'est éclatant. C'est éclatant. Vraiment, j'adore ce film, et je m'en veux presque de l'avoir découvert que maintenant. Je sais pas pourquoi, j'ai pas vu. Je crois qu'il est pas sorti en France en salle, je suis même pas sûr, je crois qu'il. Et sinon, je disais Dernier Train pour Busan, ouais, allez-y, c'est vraiment un des meilleurs films de l'été. Et oui, c'est la fin de notre épisode, la fin du 19e épisode d'After Eight, déjà. Ce qui veut dire que le prochain épisode, c'est le 20e, et exceptionnellement, on l'avait teasé, on va être tous les deux, pour la première fois de début d'After Eight, tous les deux, on va enregistrer du même endroit. Donc, on a décidé de faire une émission un peu spéciale. On va faire une émission spéciale FAQ, spéciale questions des auditeurs. Et alors, vous pourrez nous poser... voilà, vous êtes libre, vous pouvez nous poser vos questions. Si possible, des rigolotes, mais en même temps, pourquoi pas des sérieuses. Mais ce que vous voulez, en fait, et de toute manière, on fera une sélection drastique. Vous pouvez nous poser vos questions sur le site after8.fr dans les commentaires de cet épisode numéro 19. Ou alors, si vous voulez une question qui s'adresse à Quix, si vous voulez que je lui pose, vous me l'adressez à moi sur Twitter. Donc, Kamui Robotics, Kamui ROB. Oh, putain, j'en ras le cul. Kamui ROBOTICS. Voilà, merci. tu pourras le gommer avec une petite pastille parce que j'en ai ras le cul. Peut-être. Et donc, vous me posez, si vous pouvez me poser une question directe, uniquement à Quix, vous me la posez à moi. Et si vous voulez poser une question à moi, et ben vous la posez à Quix. Et il se fera un plaisir de trier les questions. L'idée, c'est de donner dans le spontané, donc des questions qu'on n'a pas le temps de préparer, et hop, il pose, et ensuite je réponds, et inversement. Voilà. Et c'est vrai qu'on avait teasé cet épisode spécial dans l'épisode précédent, mais on n'avait pas prévu d'en faire un autre entre-temps, puis on s'est rendu compte qu'en fait, le temps qu'on enregistre et qu'on monte, ça aurait fait beaucoup de semaines avec pas d'épisode, donc voilà, l'épisode 20. On s'est dit, on va quand même vous faire un épisode cette semaine. Voilà, c'est juste en sortant de Louis C.K. si c'est pas bonnard. Quix, où peut-on te retrouver sur Internet ou te poser des questions?
Donc ce sera sur Twitter, KWYXZ. Sinon, je suis toujours sur le forum de Gamecult, je suis toujours sur Gaming Since 98X. Alors, beaucoup de gens veulent une nouvelle vidéo suite à ma vidéo d'Aikatana, donc déjà je vous remercie de votre soutien les gens. Il faut que je trouve un sujet qui soit aussi intéressant et pour lequel j'ai autant de matériel, donc je ne sais, c'est pas encore pour demain la nouvelle vidéo, mais peut-être. Toi Daniel? Oui. Eh ben écoute, moi vous pouvez me retrouver sur Twitter. KAMUIROBOTICS ou sur YouTube ou sur on te retrouve sur YouTube des fois ou sur Gamecult ou sur évidemment supercinébattle.fr et bien sûr After Eight. Et figure-toi que moi aussi je travaille sur une vidéo, je n'en dis pas plus, c'est pour ça lapsus YouTube intéressant. Est-ce qu'on te retrouve dans les commentaires de jean-marc-morandini.fr? Non, mais tu sais que je me rends compte qu'il m'a pas encore banni et je comprends pas, pourtant j'ai tout fait pour être blacklisté par ce mec et... T'es pas encore bloqué par Jean-Marc? Non, je crois qu'il a tellement d'ennemis qu'il a plus le temps de voir qui lui chie à la gueule. D'ailleurs, il y a un truc qui m'étonne, c'est que, bon, on laisse YouTube un peu pour un service parce que le gros de notre public, il est sur iTunes et sur les podcasts, sur les plateformes de podcasts traditionnelles. Mais alors, l'épisode Morandini sur YouTube a cartonné. Il a cartonné, ouais. Il fait 4 fois plus que d'habitude, alors que c'est exactement la même chose. Donc, je crois qu'il y a vraiment un truc avec Morandini, YouTube, la vidéo. Les gens en veulent plus, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. La phrase rituelle pour nous retrouver, c'est After Eight sur le site.fr. On est aussi sur iTunes, sur YouTube, et puis c'est tout. Quix, je te dis à bientôt en France. Bah très vite mon loulou. Eh bien on vous dit à bientôt pour notre prochain épisode. On attend vos questions et on vous embrasse très fort. Merci, à bientôt. Nabi, salut. Ce qui m'ennuie dans ma select, c'est que j'ai pas choisi vraiment de... J'ai pas choisi de super-héros. Oui, mais c'est pas... Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave, mais je vais en trouver un tout de suite. Ouais. Alors, ça te plaît d'entendre parler de Rico? Ah ouais, non mais Rico, putain, mais les souvenirs, c'est fou. Mais d'où te vient ce souvenir d'un seul coup, là, comme ça? Je sais pas, mais tu sais, moi, j'ai une passion pour les One Hit Wonder, en fait. Et tu sais qu'on pourrait faire un épisode sur les One Hit Wonder, parce que je crois... Alors attends, faudrait que je regarde, j'avais fait une licence critique sur les One Hit Wonder. Putain, ça serait une bonne idée, ça. Ouais. Dans lequel je parlais de... Est-ce qu'on se ferait pas flag pour les droits musicaux? Si on met des extraits, ouais, il y a des risques, mais sinon, si on se contente d'en parler et de filer les liens vers Spotify on pourrait faire et YouTube... un super One Hit Wonder Battle.
C'est vrai qu'il faudrait qu'on se fasse une liste de One Hit Wonder. Alors moi j'en avais quelques-uns, mais des fois qui sont des One Hit Wonder en France et qui sont inconnus ailleurs ou des trucs comme ça. Et d'ailleurs ça me rappelle que... Babylon Zoo, je crois que c'est connu qu'en France. Hein. Ah, Babylon Zoo, c'est... Non, c'est connu ici, mais c'est un One Hit Wonder aussi. Crash Test Dummies, c'est un One Hit Wonder en France, alors qu'au Canada ils ont une carrière. Mais Big Soul, dont parlait Pipo et MCVDLM vendredi, Big Soul, ils sont complètement inconnus partout dans le monde, sauf en France. Ouais, Big Soul. Et y a pas genre Nada Surf aussi, un truc comme ça? Non, Nada Surf, ils sont connus ici, mais c'est vrai que Nada Surf, ils sont surtout connus pour Popular, leurs autres morceaux. Ouais, voilà. Mais il y a un groupe comme Nada Surf un peu dans le même genre. Mais Nada Surf, on peut considérer que c'est un One Hit Wonder, hein. Je veux dire, ils ont eu un semblant de carrière pour les gens qui les ont suivis, mais pour le grand public, c'est le groupe d'un morceau, quoi. C'est le groupe de Popular et basta. Big Soul, ils ont quand même eu 2 morceaux. Ils ont eu Hippie Hippie Shake et Le Brio. Mais parce que Hippie Hippie Shake était quand même sur une musique de pub L'Oréal, si je me souviens bien. Je crois que c'était L'Oréal. Souvent c'était ça avec ce genre de musique, il se accoquinait. Bon, et donc Rico. Il y a rien qui a fait que Rico est revenu à toi? Non. Tu sais, parfois, spontanément, je repense à des trucs. Attends, tu fais un test peut-être audio? Ah bah, je suis déjà en train d'enregistrer en fait. Ah d'accord. Mais je vais... déjà notre mini-zone, mais tu sais qu'on ne fait pas encore payer ce genre de choses. On devrait peut-être. Je vais écouter ce que ça donne. Ouais.